Salut les coureurs, salut les triathlètes. On est jeudi 16, je pars à Paris dans 4 heures et c'est la dernière balade avec mon chien avant le départ. Alors les valises sont prêtes, très compliqué pour moi parce que je déteste faire ça. Vraiment, j'ai une angoisse de préparer mes affaires, toujours peur d'oublier quelque chose. Encore plus quand je pars en avion, car en voiture on met des tonnes de trucs dedans. Mais là, il faut sélectionner. Normalement, tout est prêt, donc je dors à Paris ce soir et décollage vers Boston demain. On commence la petite vidéo de ce voyage Boston, marathon de Boston aujourd'hui. Tout est prêt et il fait beau et chaud ici. Hélas, a priori, c'est vraiment pas le cas là-bas. On fera avec. Bon, promis, je reviens avec la coupe à la maison, ok? Tu es sage, hein? Tu es sage avec Marie. Allez, c'est parti. Bon, avant le départ sur Boston demain matin, une petite nuit à Paris chez ma fille. On voit la tour Eiffel juste là. Et moi, je vais aller me coucher de bonne heure. Il est à peine minuit. Puisque je ne travaillerai pas ce soir, c'est bien agréable. J'ai un peu attaqué la recharge glucidique puisque c'est 3 jours. Et que normalement, c'est à partir de vendredi. Et ben, on est vendredi minuit. Donc, j'ai attaqué ma fameuse brioche Harris. Et c'est trop bon. On se retrouve demain à l'aéroport. Jusque-là, tout va bien. Bon, ben la même que hier soir, avec les travaux. Il est 8h30, bientôt le Uber vient nous chercher pour aller à l'aéroport. Moi, j'ai déjà mangé une brioche entière. La recharge glucidique, c'est parti. J'ai déjà le ventre plein, mais au moins c'est agréable. Bon, ben on est à l'aéroport, on va enregistrer les bagages. J'ai passé la sécurité, on peut remettre du liquide dans les gourdes et je prépare donc le malto pour le voyage puisque la recharge glucidique a déjà commencé. Il ne faut pas oublier de bien secouer pour pas se retrouver avec des morceaux dans la bouche. Cette fois, on est parti. Allez, on est arrivé à l'hôtel. Bon, on a passé 1h30 à la douane, mais ça c'est normal. Pas de fouille physique, c'est cool. Et donc on part au village marathon pour récupérer mon dossard. Comme ça sera fait, on sera peinard. On va retrouver 2 coureuses de ma team qui sont déjà arrivées. Et puis je vais vous filmer le village marathon comme promis. Voilà. Bon, bien sûr, je vous accélère ça, pas super intéressant. De longs couloirs, c'est un vieux bâtiment. On monte, on descend et on se retrouve à l'endroit où on va récupérer les dossards. Toujours pareil, présentation du document d'identité, du bon de retrait. Ça traîne un petit peu parce qu'ils ne trouvent pas forcément, ça arrive souvent. Et voilà, je récupère mon petit dossard. La personne vérifie également que la puce est bien détectée parce que ça serait quand même bête que ça ne soit pas le cas. On a récupéré le dossard. Maintenant, on va partir dans le village marathon. Alors, on arrive dans une immense boutique Adidas. Vous avez donc tous les produits de la course, plus d'autres produits. Vraiment, c'est immense. Et en fait, là, il n'y a absolument que Adidas. Vraiment que ça, que ça. Donc, c'est un peu curieux. Mais je comprends vite qu'il y a une deuxième partie de salle où on va trouver autre chose. Donc, je fais un petit peu le tour de la salle Adidas. Alors, vous savez que moi, je suis plutôt Nike. Donc,
Ben, c'est pas vraiment mon kiff absolu, mais j'ai quand même acheté une casquette et deux petits trucs pour garder un souvenir de ça. Ils vendaient des t-shirts finisher, ce que j'ai pas trop compris. C'est un peu bête de vendre des t-shirts finisher avant même que la course elle commence. Donc on va faire le tour de la boutique Adidas. On va passer payer à la caisse, qui est assez vide pour le moment parce que, comme toujours, moi j'essaie d'aller au village marathon le vendredi parce qu'on sait que le samedi ça va être la guerre et d'ailleurs le lendemain on va repasser devant et il y a des kilomètres et des kilomètres de queue rien que pour entrer dans le bâtiment. Donc bien sûr, je suis super content d'avoir fait ça et je vous conseille vraiment, si vous pouvez le faire, si vous arrivez le vendredi, d'aller récupérer vos dossards le vendredi quand c'est possible, le plus tôt possible en fait. C'est le jour où il y a le moins de monde parce que la veille de la course, c'est l'enfer, et l'avant-veille aussi, c'est également l'enfer. Donc là, on va ensuite quitter la boutique Adidas et on va aller dans le deuxième salon. Et là, grosse surprise, dans le deuxième salon, eh ben, il n'y a pas du tout de marque de chaussures de course. Uniquement quelques petits produits à côté, mais vraiment très peu de choses. Pourquoi? On a appris plus tard qu'Adidas avait demandé l'exclusivité du salon du marathon, donc il n'y aura absolument aucune autre marque dedans. Donc c'est plutôt décevant au départ, sauf que les marques ont été malins et elles ont toutes ouvert des boutiques éphémères dans la ville de Boston, tout autour du salon du marathon. Et donc il y avait de partout des boutiques éphémères, alors avec des queues également énormes, parce que justement tout le monde voulait récupérer les produits de l'événement. Mais il y avait des trucs super sympas. Il y avait des marques que je connaissais absolument pas, mais il y avait les marques classiques. Il y a une énorme boutique Nike, il y avait une énorme boutique Brooks, il y avait une boutique ASICS. Et on a récupéré plein de cadeaux de partout. Donc ça, c'était vraiment très très sympa. Et finalement, le truc qui m'a déçu au départ, parce que justement, ben, il y avait justement que les produits Adidas ou quelques petits produits comme des supports de médailles, des gels, s'est transformé en expérience incroyable parce que le village marathon, en fait, c'était toute la vieille ville de Boston. Il y en avait absolument de partout. Là, on arrive devant une mini-exposition et notamment la tenue de Bobby Gibbs, qui est la vraie première coureuse à avoir couru le marathon de Boston. Comme elle avait un nom de garçon, personne n'a fait attention à elle. L'image de son arrivée est très connue, même si pour beaucoup, la première qui a couru le marathon de Boston, ce n'est pas elle, mais dans la réalité, c'était bien elle. Hey, il est 5h30, j'ai dormi 5 heures, ça va très bien. Je vais aller tester la température et faire un petit footing de 50 minutes en me couvrant plutôt version hiver. Donc là, je pars, on est samedi, faire un petit footing de 50 minutes où je fais toujours la même chose quand je prépare une course. Je vais jusqu'à la ligne d'arrivée ou à la ligne de départ quand c'est possible. Là, pour cette fois, la ligne de départ, c'était pas vraiment possible. Mais j'ai été vérifier à quel endroit on laissait les sacs, à quel endroit était l'écart pour pas me tromper. Parce que le jour de la course, j'ai pas envie de me mettre du stress en plus. Donc, je repère la veille. Ça me permet également de découvrir la ville, de voir un peu comment ça se passe, de voir où on va passer, puisqu'on arrive quand même à voir, pour cette course-là, c'était l'arrivée, mais la plupart du temps, on arrive également à voir le départ. Et c'est toujours intéressant de savoir ce qui va se passer. Je vous dis, un marathon, c'est très stressant, donc pas la peine de se rajouter un stress supplémentaire pour des choses que l'on peut éviter. Et ne pas savoir où on va le lendemain matin, eh ben c'est vraiment embêtant. Moi, le matin, quand je suis sorti de l'hôtel, je n'avais plus qu'à suivre le chemin que j'avais fait la veille. C'était beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Et comme je vous dis, zéro stress. On n'a pas besoin de se rajouter du stress avant une course. Et là, maintenant que j'ai fait mon petit tour dans la ville, je vais finir comme je fais toujours par 1 kilomètre allure course et je vais profiter de l'endroit. Je vais faire le tour du stade des Red Sox, la fameuse équipe de baseball américaine. Alors, le stade est à l'intérieur du bâtiment, donc je vais courir autour, bien sûr pas autour de ce stade de baseball lui-même, mais des bâtiments qui l'entourent. Et donc, je me fais ma petite fin de séance autour de ce stade. C'est bien sympa. Ça me laissera des souvenirs. Il n'y a absolument personne parce que c'est le matin très tôt en fait. Moi, je suis toujours sur l'horaire français et donc j'ai pu faire ça tranquillement. Il faut vous dire que l'après-midi, il y avait un match de baseball et que là, au même endroit,
il y avait des milliers de supporters, tous habillés pareil, avec les t-shirts, les casquettes, etc., etc. Donc c'était bien de faire ça le matin, dans un moment où j'ai pu être vraiment tranquille. Je vais tester à la même heure que demain le départ, une tenue qui est à peu près équivalente à celle que je vais prendre demain. J'ai renoncé à l'idée de courir en short, c'est impossible, vu les températures annoncées. Simplement, donc je vais courir en bionique, haut et bas, pas ce modèle-là, un autre, avec manchette, une casquette sur laquelle je mettrai un buff, mais je vais faire quelque chose d'un peu surprenant en plus, c'est que je vais mettre ça, que normalement je devais garder que jusqu'au départ. Et en fait, là, je pense, vu que c'est très facile à enlever en courant, c'est une vieille doudoune que je vais jeter. Mais au lieu de la jeter juste avant le départ, je pense que je vais la jeter peut-être après 1, 2 ou 3 kilomètres. Parce que les températures, elles sont très très basses. Alors en plus, sur le marathon de Boston, il y a une énorme attente qui dure près de 2 heures, puisqu'on se déplace en bus et on attend là-bas. Donc je serai hyper couvert avant le départ. Vraiment, j'ai de quoi faire du camping. Mais ça, ça, je pense que vraiment, je vais faire les premiers kilomètres avec. Et le temps de me réchauffer, tellement je suis frileux, je pense que j'ai pas d'autre solution. Que je fais bien sûr, comme toujours, c'est que là, je vais aller faire mon footing avec ça pour vérifier que ça soit jouable. Ça me paraît absolument pas gênant, mais je préfère faire ça que de mettre quelque chose de plus chaud sur moi que je pourrais pas enlever après. Parce que j'ai des t-shirts techniques que j'ai pris, j'ai un produit Decathlon qui est très bien, qui va jusqu'à -5. Mais le problème, c'est que je n'aime pas tellement courir avec et qu'après, à 8 degrés, si j'arrive à courir vite, je serai très bien à 8 degrés. Même moi, je serai bien si je fais un gros effort, après on a plus froid. Par contre, les premiers kilomètres, ça va être l'enfer, surtout si on est resté 2 heures statique avant. Je teste ça et je vous ferai un petit retour. Alors au niveau température, il fait frais. Je sais que demain il va faire encore plus froid. Par contre, s'il n'y a pas de vent, ça va. Là par contre, je suis dans une zone où le vent commence à souffler. Et il fait plus frais. Je suis un peu dans l'expectative par rapport à ce que j'avais décidé. Non pas au niveau du haut. Parce que le haut, je pars en t-shirt, X-Bionic, manchette. Il n'y a pas de problème. C'est pour le bas. Je me dis que c'est peut-être courable en short. Et que j'ai pas la peine de mettre le collant. Le problème, c'est que là, on est à Boston. Le départ, c'est pas du tout ici. Et que tout le monde annonce que là-bas, il fait beaucoup plus froid. Après, j'ai l'habitude de courir en collant quasiment tout le temps, tant qu'il ne fait pas 20 degrés. Donc, c'est pas un souci non plus. Ah, ça fait chier ce temps. Et dès qu'il y a du vent, là... Ouh. Alors moi, il faut que je fasse attention, c'est que les températures dans le sud de la France, elles veulent pas dire grand-chose. Lap 2, Parce que quand il y a du 523. Mistral, ça rentre partout. Et vous pouvez vous geler à 10 degrés, alors qu'avec un froid sec, sans vent, à 3-4 degrés, vous êtes bien. Pour le haut, c'est validé. J'ai couru avec la doudoune pendant 2 bornes. Je la sors absolument pas. J'arrive à l'enlever en 2/10 de seconde. Donc 0 souci. C'est vraiment le bas. Est-ce que je mets le short? Est-ce que je mets pas le short? On verra bien. Ensuite, j'ai continué de courir en me disant qu'il fallait à tout prix que j'aille tester le short. Donc, je me redirige vers mon hôtel où je vais changer de tenue, mettre des affaires sèches en haut et surtout mon cuissard en bas. Le cuissard que je mettrai demain finalement pendant la course. Heureusement que j'ai fait ça parce que sinon je serais vraiment parti trop couvert et ça aurait été très compliqué. Parce qu'au départ, finalement, il n'a pas fait si froid que ça. J'ai eu froid à l'arrivée, comme je vous l'expliquerai plus tard, mais en aucun cas au départ. Et c'est pour ça qu'il faut toujours tester. Bon, bah écoutez, je suis un peu dans la merde là, parce que je ne sais pas quoi faire. Là, il est clair que je peux courir en short. Mais
Ça, c'est l'arrivée. Le parcours, je ne sais pas s'il est exposé au vent. Normalement, demain, il va faire encore plus froid. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai validé le haut. Et pour le bas, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, s'il n'y a pas plus de vent, s'il fait cette température-là, pour le coup, c'est idéal pour courir. Mais je vous dis, on est à l'arrivée. On part à 40 km de là. Et tous les bénévoles au village marathon disaient bien, pensez à vous courir à la Optinction, il fait super froid. Donc voilà, il ne faut pas sacrifier sa course. Parce que si les premiers kilomètres ne sont pas possibles, c'est l'enfer. Donc je ne sais pas. Normalement, les jambes, ça doit passer, même en cuissard. Je vais réfléchir, je vais décider tout à l'heure. Bon, là j'arrive à mon hôtel, je monte, je mets le short, le cuissard et je repars pour faire un petit essai. Mais je pense que c'est jouable. Bon, j'ai testé la tenue avec la doudoune enlevée, ça marche nickel, donc je pourrais faire 1 kilomètre sans problème avec. Par contre, moi je suis habitué aux températures en Provence où quand il fait 5-6 degrés, il y a souvent du vent très fort et très froid. Ce qui n'est pas le cas ici. Donc je pense que je peux courir en short. Donc là, je viens de rentrer, j'ai mis une tenue sèche et je repars tester le short. Je pense que ça sera la tenue de demain parce que je serai quand même mieux. Je pense que ça sera la tenue de demain parce que si les conditions sont à peu près les mêmes, il y a 2-3 degrés de moins demain, ça ne sera pas vraiment gênant. Et au niveau des jambes, je pense que je n'aurai pas froid. Pour le haut, X-Bionic manchette, ça passerait bien une fois que le premier kilomètre sera fait. Allez, on est reparti pour le petit test, donc cette fois en short, et je serai effectivement beaucoup mieux avec le short, je m'en rends compte tout de suite. Alors là en plus je suis un peu chaud, donc forcément j'ai absolument pas froid, et c'est à ce moment-là que je vais décider que ça sera bien la tenue qui était prévue au départ que je vais utiliser pour la course de dimanche. Heureusement que j'ai testé tout ça, parce que sinon je serais parti en long lundi matin, c'était sûr, parce que j'avais vraiment très peur d'avoir froid. Donc pareil, dès que vous avez la possibilité de tester, n'hésitez pas à le faire. Donc la tenue, elle est validée pour demain. Alors ça ne sera pas ce t-shirt, mais ça sera un t-shirt de la couleur rouge. Mais c'est t-shirt, manchette, cuissard, celui avec les ceintures, un vieux cuissard Décathlon qu'ils ont arrêté. Ils en ont sorti le même un peu plus cher, il me semble, mais c'est vraiment un bon produit. Après, tenue normale. Sans doute des manchons pour me protéger un petit peu les mollets, plus du froid qu'autre chose. J'ai des vieux manchons qui ne compressent pas beaucoup. Donc là, c'est plus symbolique qu'autre chose. Et casquette pour filmer ça avec la petite caméra. Ma petite doudoune bleue que je vous ai montée tout à l'heure qui me servira jusqu'au départ. Je pense réellement que je risque de la garder un petit kilomètre puisqu'elle s'enlève hyper facilement si jamais j'ai le moindre doute sur la température. Normalement, il fait que 2-3 degrés de moins demain, mais il fait aussi 2-3 degrés de moins à l'endroit dont on prend le départ. S'il n'y a pas plus de vent qu'aujourd'hui, ça ne posera pas de souci. Voilà. Comme je vous disais dans la vidéo tout à l'heure, moi je suis habitué dans la région du sud, près de Marseille, quand il fait froid et s'il y a du vent en plus, c'est l'enfer. Mais parce que le ressenti, il est peut-être 10 degrés de moins que la température. Donc 6 degrés sans vent, bah, franchement, c'est 15 degrés chez moi avec un gros Mistral. Allez, je vous filme ma tenue. Donc casquette avec le petit support pour la caméra, un petit bœuf à mettre dessous. Donc le t-shirt X Bionic, des manchettes dont une où j'ai mis mes temps de passage, normalement à peu près bon sur Marathon de Boston avec un parcours qui est complètement vallonné du début à la fin, voire même avec des grosses montées, donc un peu compliqué. Un patch chauffant que je vais me coller sur le ventre pour le départ. Donc le cuissard avec les poches pour mettre les gels. Les gels, je ne les ai pas sortis encore. Ensuite, petit manchon de compression. Alors, c'est des trucs très fins, très légers, qui compressent pas grand-chose, mais comme ça ne me gêne pas et en même temps, ça me rassure un petit peu sur le froid. Chaussettes de la marque Feature, vraiment des chaussettes excellentes. Alors, c'est des chaussettes neuves que j'ai testées, mais j'ai exactement les mêmes qui ne sont pas loguées Boston, c'est très bien. Et donc, les Alpha Fly édition Kipchoge. Donc en plus la doudoune, la combi de plâtrier par-dessus, un bonnet. Et si jamais il pleut, j'ai des petits kawaii tout fins à 3 € le bout qui me permettront de ne pas être trempé. Voilà, vous avez tout.
Moment important, je prépare mes flasques pour les gels Mortine. Alors, c'est la vraie flasque Mortine, je vous l'ai testée, vous vous rappelez. Elle est super efficace. Dedans, on peut mettre 3 gels 160, c'est-à-dire 120 grammes de glucides. Donc j'en ai 2 et ça devrait faire l'affaire. Bien entendu, je vais prendre un autre gel d'une autre marque en réserve et un gel caféine aussi en réserve, sachant que sur le marathon de Boston, il y a 3 points de ravitaillement où il y a du Mortine également. Les gels importants, je vous rappelle le dosage, 1 gramme de glucides par kilo et par heure de course. C'est-à-dire, moi, je fais 72 kilos, il me faut minimum 72 grammes par heure. Si je augmente un petit peu et que je suis à 80, 90, c'est encore mieux. On n'oublie pas de s'entraîner, à prendre les gels en course, à l'entraînement, à la bonne allure et pas uniquement dans les phases de repos. Bon, je veux pas dire, mais le temps, il se dégrade fort quand même, hein. Ouais, là, il pleut, il y a du vent fort. Super. Tout ça parce que j'ai dit que je mettais pas le collant, que j'ai préparé toutes mes affaires. Il va falloir pour les avoir Là, applaudi. il fait un froid glacial. L'eau, elle est glacée. Mais c'est quoi cette histoire, quoi? Merde. Oh, mais ça fait chier ce temps. Merci pour tous vos encouragements. Il est 5h30, je viens de me lever. Je viens de voir la météo sur l'application. Ça me fait quand même très peur. Là, j'ai 1h30 pour me préparer tranquillement. Et à 7h, je pars jusque dans la zone où on dépose les affaires. Ensuite, je prends un bus qui doit me mener au départ 40 km plus loin. Et sur la zone de départ, on a plus de 2 heures d'attente puisque le départ réel, il est à 10h pour moi. Donc, je vais être énormément couvert. Je vais abandonner plein de choses là-bas puisque les sacs, comme je vous dis, on les dépose à Boston et pas au départ, puisque tout ce qu'on amène au départ sera donné aux associations ou jeté. Voilà, j'ai 1h30 tranquille encore. Je vais faire un petit échauffement articulaire, m'habiller tranquillement. Le plus important, aller aux toilettes, mais j'y ai déjà été hier soir et un peu cette nuit, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant, Allez, direction le départ. Enfin, le départ des bus surtout, puisque la course, c'est dans 3 heures. Franchement, je pense que ça va aller au niveau de la température, à moins que ça tourne vraiment. Bon, il faut dire que là, je suis tellement couvert que je pourrais aller faire du ski. On verra après, mais il n'y a pas de vent. Donc même si on fait un peu de fumée, je pense que la température, elle est bonne là, pour courir. Bien entendu, j'ai des douleurs qui sortent de partout là. Je marche et j'ai mal. C'est cool. Mais normalement, ça passe après. Allez, on se retrouve plus tard parce que d'ici une demi-heure, je pose mon téléphone et c'est terminé. Je le récupérerai dans 6 heures. Je suis plus très loin de la drop box, là où on jette les sacs. Donc après, il n'y aura plus d'image avec mon téléphone. Voilà, écoutez, tout va bien. Et là, ce sont les bus scolaires dans lesquels on va déposer les affaires où ça sera très difficile de les récupérer après la course d'ailleurs. On attend le bus. Et moi, j'ai oublié de quitter la deuxième petite caméra. Donc, je vais trimballer le support. Mais vraiment, je suis pas clair. Voilà, on est dans le bus. Ça a été long parce qu'ils n'ont pas tenu compte des dossards pour faire monter dans les bus, donc c'était le bordel. Mais maintenant, j'y suis. Il est 8h11, moi je commence à courir à 10h. Donc à mon avis, on va avoir 40 minutes de transport ou 30 minutes. Et puis voilà, donc là-bas, la perte peut-être sera un peu moins grande que ce que je pensais là-bas, parce que ça a énormément traîné au départ. Il y avait soi-disant un ordre de montée dans les bus, mais en fait c'était tellement de bordel qu'ils prennent tout le monde dans les bus. Donc on a tous fait la queue, quelle que soit la couleur des dossards. Je vais essayer de me reposer un peu en attendant le départ du bus. C'est des school bus, c'est assez sympa. Je vais en montrer un. Voilà, devant moi.
Pour le moment, il fait absolument pas froid. Là, j'ai crève de chaud parce que je suis tellement couvert. Mais on va voir à l'arrivée là-bas. En tout cas, si le temps ne bouge pas, le ciel est bleu. Et si c'est ça, c'est beaucoup mieux. C'est du soleil. 23, c'est pas du tout la même chose. Good luck today. Welcome to Applebee's Welcome. Alors on est arrivé à beaucoup de monde déjà, alors qu'il y en a plein qui partent plus tard. Absolument pas. Allez, petit échauffement. On est rentré dans la dernière zone. Oh, il y a des gens qui sont complètement déshabillés déjà. On va attendre, hein. Mais ça va, ça paraît correct. Mais pour courir en tout cas. Départ dans 36 minutes. Donc on a le temps. Students from the Marathon School, the J'espère middle que school mon tendon va of the tenir dans les montées. as we now welcome men's professional field down On verra Marathon bien. Way. De toute façon, je vais faire de mon mieux. Please join us as we honor America and welcome Phaedra Butler once again, performing God Bless America. God bless America. Bon, moi, j'ai toujours couvert, hein, je vous le dis. Hein. Show your man. Starting your time until you cross the Allez, c'est parti en fait. Alors pour le moment, on peut pas vraiment courir. On arrive au 5e. On peut pas regarder l'allure, c'est infaisable. Ça monte et ça descend trop. On arrive au 10. Je vais regarder ma montre. Le vrai 10, pas celui de ma montre. 39,52. Bon ben c'est correct. Je cours à la fréquence cardiaque, ce que je ne fais jamais. Allez, à tout à l'heure.
On arrive au 15. Parce que là tout va bien. Je suis pas très rapide, mais ça va. C'est une super ambiance. Allez, on passe le semi. Je viens de passer au semi, j'espère que ça prend son contrôle. Contrôler dans la côte. J'espère que c'est celle-là, qu'il n'y en a pas une autre. On va passer au 30e. Là, vous voyez l'allure qui chute, mais non pas parce que je ralentis. Vous voyez bien que tout le monde courra à la même allure. On est dans la fameuse côte au 33e kilomètre, qui est environ à 5% sur 800 mètres. Headbreak Hill, très difficile à ce moment-là de la course, mais tout le monde s'accroche. Et en haut de la côte, vous allez voir, il y a un panneau Nike sur cette course Adidas. Un petit clin d'œil pour moi, qui suis un grand fan de la marque, à la virgule. Juste à droite, le panneau Nike dont je vous ai parlé un peu plus bas. Allez, 35. Pour les cuisses, c'est l'enfer ce marathon. Allez, papa, allez! 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 On approche du 40. Les jambes au feu.
J'essaie de kiffer, je reviendrai jamais. Épargné le tunnel juste à la fin. On est proche, on est proche. Et voilà, j'ai de mon mieux, vraiment de mon mieux. Parcours très très difficile. Oh, c'est 2h52, pas 2h48. Donc le podium est mort, je pense. Mais j'ai fait de mon mieux. Au niveau cardiaque, j'étais royal. Au niveau musculaire, j'ai fait du renfort, mais pas assez. Très très dur au niveau des cuisses. Allez, je vous reprends dans quelques instants. Alors, je me suis pas ouvert le ventre, comme je l'ai dit sur la fin, parce que j'étais pas à quelques secondes près. Mais bon, je crois que j'ai fait 2h52. On va oublier que c'est pas l'objectif. On va se rappeler qu'à 62 ans, bah, c'est quand même cool d'arriver encore à courir comme ça. Merci à tous pour vos soutiens, vos messages. Et comme toujours, j'ai fait de mon mieux. On est coincé à la récupération des sacs. Tout le monde va mourir de froid. Il y a un sac toutes les heures qui sort. Là, c'est l'enfer. Ils sont dans les bus. Et je pense que derrière, c'est le bordel le plus total. Ça n'attrape pas tous. Le pneumonie, c'est le pied parce qu'il fait vraiment froid. No, she did. She called me right away.
Bon, écoutez, j'ai fait ce que j'ai pu. Là, je suis frigorifié. La course a été, c'est le marathon le plus dur que j'ai fait. Et en même temps, celui où j'ai le moins forcé, je pense. Vraiment, au niveau des côtes et des descentes, c'est vraiment l'enfer. J'ai les cuisses en feu, ce qui est vraiment très rare. Par contre, au niveau cardio, j'étais bien. Je suis passé un peu moins vite que prévu. J'ai vraiment fait ce que je trouve. 2h51, 52. Alors le chrono il est correct parce que c'est vraiment dur comme parcours. Mais voilà, je vous raconte plus tard. C'était juste pour vous donner des nouvelles. Merci pour tous vos encouragements. J'ai fait de mon mieux comme d'habitude. Salut les coureurs, salut les triathlètes. On est jeudi 23, il est midi. Je suis rentré cette nuit de Boston. Ce débrief, vous le trouvez à la suite de la vidéo où je vous ai fait l'avant-course, la course. Et donc, je vais essayer de vous décrire un petit peu ce que j'ai vécu. Premièrement, on va parler de la ville de Boston et de la semaine marathon. On sent que la ville, elle vit au rythme du marathon, ce troisième lundi du mois d'avril, puisque le marathon de Boston se court en lundi, le Patriot Day. On est super bien accueillis et vraiment la ville, elle respire avec ce marathon. Donc ça, c'est déjà super agréable. Vous avez partout dans la ville des panneaux sur la course à pied, sur le marathon de Boston. C'est vraiment un truc énorme. Où que vous alliez, c'est la même chose. Le village marathon, un village classique, sauf que j'ai été super surpris, je n'ai trouvé qu'une seule marque au niveau des chaussures, c'était Adidas. Puisque le sponsor principal du marathon de Boston, c'est Adidas, et en fait, ils ont quasiment privatisé le village marathon. Alors, vous avez de la diététique, deux, trois petits trucs, mais vraiment très peu de choses. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les autres marques ont fait des boutiques à l'extérieur du village marathon, des pop-up boutiques que vous trouvez un peu partout. Alors, vous avez les marques classiques, mais vous avez plein de marques que je ne connaissais pas, qui ont investi des appartements et qui vendaient des objets spécifiques pour le marathon de Boston ou leurs produits avec des queues interminables, avec plein de petits gadgets, plein de choses sympas. Vous n'aviez pas comme dans toutes les courses un village marathon classique, mais vous aviez quasiment un quartier entier qui était une boutique marathon, donc c'était très sympa. On est passé plusieurs fois, moi j'étais à Boston avec ma fille, on a fait le tour plein de fois, on a eu plein de petits cadeaux, on a récupéré à chaque fois, vraiment super agréable. Ce qui au départ m'a un peu surpris, un peu déçu, le village marathon, moi j'aime bien regarder un peu tout ce qu'il y a, et après je me suis dit, mais en fait c'est 10 fois mieux comme ça, c'était génial. Maintenant on va passer à l'organisation de la course, remise d'ossard, tout ça tranquille. Le matin de la course, donc vu que le départ est à 40 km, on se rend à un endroit où on peut déposer nos affaires et ensuite on va monter dans des bus. On est monté dans des bus scolaires, alors ça a été très long, pas super bien organisé parce que normalement on devait monter dans les bus par rapport au numéro de dossard. Ceux qui partaient le plus tôt devaient monter en premier, finalement ça n'a pas été le cas. Donc on est resté 1 heure à piétiner devant des files interminables de bus scolaires, un peu comme quand vous arrivez aux États-Unis que vous passez à la douane, un peu la même chose. 1 heure d'attente environ. Ensuite, on a eu 45 minutes pour se rendre au départ. Alors, comme je vous l'ai dit plein de fois, la météo, elle était dégueulasse les jours d'avant. Et il était censé faire très mauvais ce jour-là, très froid. Arrivé au départ, franchement, il faisait froid, mais il faisait beau. J'étais hyper couvert. J'avais un bonnet, une vieille doudoune, un vieux pantalon de survêt. Et je m'étais même dit que je prendrais le départ avec la petite doudoune que je pouvais jeter. Finalement, j'ai pu tout enlever et partir en tenue de course. Donc on arrive au départ après 45 minutes de bus. Normalement, il y avait 2 heures d'attente là-bas, mais finalement, comme ça a traîné au départ, on n'a quasiment pas attendu à l'arrivée, une petite demi-heure. Il y avait 2 km pour se rendre sur la ligne de départ. Là, pareil, très sympathique, tout le monde agréable. On traverse un petit quartier où vous aviez les habitants dans leur maison qui nous disaient coucou en passant. Enfin, vraiment, on sent tout le monde vit autour de ça. On a attendu une vingtaine de minutes et puis d'un coup, c'est parti. Mais il n'y a même pas eu de coup de feu, de choses comme ça. Donc, c'est parti. Directement, on attaque par une descente. Alors, assez étroite, donc on ne pouvait pas trop courir. Et là, on se retrouve donc sur une route qui va faire 42 km, qui va nous mener à Boston. Et la route, je vais être clair avec vous, il n'y a pas 1 mètre de plat. Ça monte et ça descend. Quand ça monte vraiment. Et quand ça descend vraiment. On traverse des villages. Alors vous avez tous les habitants qui sont devant leurs portes, qui sont dans leur jardin, qui mettent une ambiance pas possible. Il y en a qui ont fait des petits stands en plus, tout seuls, qui proposent aux coureurs des ravitaillements, des choses comme ça. Donc très sympa. Donc moi je me mets à courir non plus à l'allure, parce que je me rends bien compte que ça ne sert à rien d'essayer de travailler une allure, mais comme je connais pour le coup
ma fréquence cardiaque à l'allure à laquelle je dois courir, aux alentours de 160. J'essaie de monter à 160 et je me cale à 160. J'ai mis un appareil qui me permet d'avoir une vraie fréquence cardiaque. Normalement, je descends très très bien et je monte pas mal. Je ne parle pas en trail parce qu'en trail, je suis nul. Mais sur la route, c'est quelque chose que je fais bien. Donc, ça pose pas vraiment de soucis. Les premières descentes, je les fais correctement. Mais je sais que je n'ai absolument pas travaillé le travail ni en descente ni en montée. Pourquoi? Vous savez que j'ai été blessé en 2025 au tendon d'Achille, que j'ai pu reprendre l'entraînement, bien m'entraîner. Par contre, la consigne, c'était Michel, tu ne fais pas de côte pour pas solliciter trop ton tendon. Donc je n'ai fait aucun travail musculaire spécifique à la course à pied. On va revenir là-dessus plus tard. J'ai fait du renforcement, j'ai fait du soulevé de terre, mais j'ai pas fait de renforcement spécifique à la course à pied. Donc très vite, je me rends compte que l'allure, elle ne sert pas à grand-chose. Moi, j'étais parti pour courir à peu près sur la base pour faire 2h48 en comptant que j'allais passer en 1h22 et que j'allais finir en 1h26, donc 4 minutes d'écart. Je me rends compte que je suis un petit peu plus lent, mais franchement, je n'ai pas envie de m'emmerder. Je vais vous le dire clairement, je n'ai pas envie de m'emmerder parce que je vois bien que de toute façon, le parcours va être compliqué et qu'il vaut mieux que je gère le parcours. Donc je gère ça tranquillement. Pendant le premier semi-marathon, ça monte, ça descend de façon à peu près régulière et donc au final, on se retrouve avec un rythme qui est autour de 4 minutes au kilomètre. Je passe en 1,24 au semi. Je suis vraiment très très bien. Ça fait très longtemps que je ne me suis pas retrouvé aussi facile sur une course. Alors, je suis un peu plus lent que d'habitude. Je ne suis pas non plus très très lent. Et après, on attaque la deuxième partie. Alors, j'ai regardé le profil quand même avant de partir. Mais je me mélange un peu les papiers. Par exemple, au 28e kilomètre, il y a une énorme côte qui doit durer 700-800 mètres, qui monte vraiment. Et je pense que c'est la côte la plus difficile du parcours. Derrière, une énorme descente. Et là, je commence à me rendre compte que contrairement à ce que je fais d'habitude, je double personne en descente. On reviendra d'ailleurs là-dessus, sur le fait de doubler ou pas doubler des gens. Je redouble personne, je suis aux mêmes allures que les autres parce que je sens que musculairement, ça commence déjà à être un petit peu difficile. Les côtes, c'est dur, mais ça ne change rien. Par contre, dans les descentes, je sens que le manque de travail que j'ai pu faire en descente va me porter préjudice jusqu'à la fin. Et donc, au fil des kilomètres, je vais décider de ne pas attaquer dans les descentes et de les passer à ma main. Et en fait, je vais monter les côtes à la vitesse à laquelle je peux les monter, en surveillant mon cardio, tranquille, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a des côtes qui montent vraiment, hein, il y a du 5-6% pendant 700 mètres, 800 mètres, donc on gère. Par contre, normalement, dans les descentes derrière, je sais que j'aurais pu courir à 3,30, 3,40. Et là, je me mets à 3,50 maximum, parce que je sens que musculairement, ça va être très difficile. Le manque de travail spécifique, il a été flagrant là. Si j'avais à refaire Boston un jour, je le referai sans doute jamais parce que le budget, etc., etc. Mais en tout cas, je ferai du travail très spécifique et je ferai énormément de travail en descente parce que je sais que dans les parties descente, avec ma façon de descendre, je gagne 2-3 minutes sans aucun effort si musculairement je suis capable de le faire. Si j'avais essayé de le faire là, vous pouvez être sûr que j'aurais crampé parce que vraiment c'était très difficile. Donc la course, elle continue comme ça, en gérant montée, descente. Au niveau du chrono, je sais que je vais faire 4 minutes de plus que ce que j'aurais espéré faire, mais je m'occupe plus trop de ça. Donc je décide de gérer ma course, comme je vous l'ai dit, à la fréquence cardiaque et d'être tranquille. Et je vais vous dire un truc, c'est l'un des marathons où j'ai été le plus facile du début à la fin. Je crois que ma fréquence cardiaque moyenne, elle n'a jamais été aussi basse. À Berlin, je crois que j'étais à 162 de moyenne, là je dois être à 158. Vraiment, j'étais en deçà, non pas parce que j'étais pas capable, mais parce que musculairement, j'étais pas capable d'aller plus vite. Si j'avais été plus vite musculairement, j'aurais eu du mal. D'habitude, ben, sur les derniers kilomètres, j'accélère et donc la fréquence cardiaque, elle monte. Là, j'ai conservé mon allure. J'ai pas essayé d'aller plus vite parce que je me disais, Michel, tu risques d'avoir des crampes. T'as pas préparé ça spécifiquement et ça sert à rien. Et donc j'ai déroulé jusqu'à l'arrivée. Je vous ai mis quelques photos. Vous voyez, j'ai pas l'air d'être énormément en souffrance. Au résultat, je fais 2h52 minutes et 12 secondes, qui sur ce parcours, je vais être clair, doit correspondre à un 2,48 sur un parcours hyper plat. Je pense que si je m'étais préparé spécifiquement pour Boston, c'est-à-dire avec les capacités de le faire, hein, parce que là j'avais pas, donc il n'y a pas de regret, j'aurais pu faire 2h48, 2h49. C'est-à-dire que dans les descentes, j'aurais été capable de gagner 3-4 minutes sur l'ensemble du parcours. J'en suis quasiment persuadé parce que je vous dis, j'ai l'habitude de bien descendre, de me laisser tomber dans les pentes, et ça c'était intéressant. Donc, on franchit la ligne d'arrivée de ce marathon. Je suis quand même content, je sais que je serai bien placé. Donc, je finis troisième, c'est génial, parce que Boston a une particularité.
le niveau, il est incroyable. Vous allez me dire, non mais Valence, le niveau il est plus haut. Peut-être, mais la densité et les coureurs qu'il y a à Boston, ce ne sont pas les mêmes. Il n'y a que des marathoniens expérimentés sur le marathon de Boston, puisqu'il faut se qualifier. Et ça change absolument tout. Quel que soit votre niveau, quand vous prenez le départ d'un marathon, vous vous retrouvez avec des gens qui courent mal. Par exemple, moi, quand je prends un départ et que je cours à 3,50 au kilo, pendant les 10 premiers kilomètres, il y a des gens qui te doublent à droite, à gauche. Voilà, ça part dans tous les sens. À partir du 10e kilomètre, je vous garantis que je ne me fais plus jamais doubler jusqu'à la fin. Je récupère des mecs qui sont partis trop vite, qui ont mal couru. Pourquoi? Soit ce sont des marathoniens inexpérimentés, soit ce sont des coureurs de 10 bornes ou de semi qui sont montés sur marathon, qui ne connaissent pas la distance, qui n'ont pas abordé comme il fallait et qui sont partis trop vite et qui explosent. Là, du début à la fin, je n'ai vu personne marcher. Je n'ai vu personne exploser. Je n'ai vu personne ralentir. Alors un petit peu, mais on courait tous ensemble. Et je pense que c'était pareil, quel que soit le niveau. Alors, bien sûr, il n'y a pas d'Instagrammeurs, il n'y a pas de gens qui s'inscrivent parce que c'est bien de faire des marathons. On n'a que des gens qui ont été qualifiés et on enlève tous les gens qui sont là juste pour dire qu'ils ont fait un marathon. Que vous couriez en 4h30, en 3 heures, en 2h30, si vous êtes là, c'est que vous êtes un marathonien expérimenté. Et donc la densité, elle est incroyable. Je vous dis, j'ai couru avec des gens tout autour de moi, du début à la fin, qui couraient à la même allure que moi. Alors que sur tous les marathons que j'ai pu faire, et j'en ai fait près de 90, il arrive un moment donné où je rattrape des tonnes de gens, quelle que soit la vitesse à laquelle je cours. Que je l'ai fait avec des coureurs quand je les accompagnais en 4 heures, ou que je cours moi à mon meilleur niveau, je rattrape des gens qui n'avancent plus. Là, ce n'est jamais arrivé. Alors oui, peut-être un ou deux crampés, machin, des choses comme ça. Mais là, ça s'appelle des accidents de course. Rien de tout ça. Donc vraiment un truc assez incroyable à vivre parce que cette densité-là, vous ne l'aurez nulle part ailleurs. Une fois la ligne d'arrivée franchie, bon, médaille, etc. Moi, j'ai eu un petit souci, c'est que le bus dans lequel ils avaient rangé nos affaires, alors c'est les bus scolaires qui nous avaient menés, ils ont balancé les sacs dedans. Normalement, ça devait être trié. Le nôtre n'était pas trié. Normalement, je vous ai mis quelques images. J'ai pas encore fait le montage du film quand je vous parle, donc je ne suis pas sûr qu'elle soit de bonne qualité, mais on voit ces bus et on a attendu 1 heure. Les sacs, on s'est gelé. Heureusement, on avait une couverture de survie. Et donc, on s'est calfeutré dans les couvertures de survie. À force de crier mon numéro, j'ai fini par récupérer mes affaires et pouvoir me mettre au chaud parce que ça, c'était difficile. Après, j'ai baladé dans la ville où vous aviez des gens de partout, toute la journée, pendant 2 jours, qui se baladent avec leurs médailles, avec leurs t-shirts couleur Adidas. Ce que j'ai pas fait parce que j'aime pas faire ça. Mais c'était assez incroyable de voir cette ambiance qui a duré après le marathon, puisque moi, je suis parti mardi. Et donc, la ville continuait de vivre au rythme du marathon, même si elle a été nettoyée très très rapidement. Est-ce que je vous conseille de faire Boston? Oui, un immense oui. Si vous vous qualifiez, allez faire Boston. Allez le faire au moins une fois dans votre vie. 130e édition. L'histoire du marathon, elle est là-bas. Moi qui suis passionné de marathon, c'est le seul marathon aux États-Unis que j'avais envie de faire. Chicago, je m'en fiche, honnêtement. J'irai peut-être un jour, mais je m'en fiche. New York, pareil. Alors, je m'excuse quand même auprès de Maximilien, un de mes coureurs qui habite à New York, qui s'entraîne à Central Park, parce qu'il me dit, Michel, il faut que tu viennes faire New York. Malheureusement, ça coûte très cher d'aller faire les voyages à l'étranger. J'irai peut-être à New York un jour, mais Boston, c'était celui que je voulais faire. Et le budget, je l'ai mis de côté au fil des mois pour pouvoir aller à Boston, parce que il faut pas se cacher, ça coûte hyper cher de faire ce genre de choses. Certains d'entre vous me disent, Michel, mais comment ça se fait que tu n'as pas fait les majors, tous les majors? Bah, tout simplement parce que comme vous, j'ai un budget à tenir, et un marathon aussi loin, ça coûte des mois de travail, d'économie, et donc malheureusement, en tout cas pour moi, et si vous avez les moyens de faire tous les marathons comme ça, ben, c'est génial pour vous et je suis super heureux pour vous. Et si un jour c'est le cas, peut-être que je les ferai tous. Mais en tout cas, celui de Boston, j'étais prêt à faire des sacrifices financiers parce que je voulais à tout prix le faire. Ce qui n'est pas le cas des autres. Je vais faire Berlin, je vais faire Valence, je vais faire Séville, je vais faire Amsterdam. C'est pas loin de chez moi. C'est beaucoup plus simple. Mais si vous avez le budget, si vous arrivez à mettre l'argent de côté pour faire Boston et que vous vous qualifiez, faites-le. Faites-le une fois dans votre vie. Vous allez courir là où le marathon est né, on va dire. C'est vraiment, on le sent, on le sent. Et le parcours, bah, c'est une grande ligne droite. Et ça, j'ai adoré. Hormis les montées et les descentes où j'étais pas prêt pour le faire, mais j'ai adoré quand même le parcours, cette grande ligne droite,
C'est top. D'ailleurs, le GPS à l'arrivée, il est quasiment bon, hein. Il n'y a pas tous les petits virages, on ne tourne pas en rond. Il y a juste quand on rentre dans la ville. Mais je vais vous dire, il doit y avoir 2 virages en tout sur tout le parcours. Donc, c'est spécial, mais on a l'impression de se déplacer. Mentalement, je trouve que c'est beaucoup plus facile. On avance tout le temps, on ne tourne pas en rond. Et moi, j'adore cette sensation-là. Donc, vraiment, je vous le redis, si vous avez les moyens financiers, si vous vous qualifiez, faites Boston avant tout le reste. Après, vous irez faire Chicago, après, vous irez faire Tokyo, après, vous irez faire l'Australie, mais faites Boston. Je ne rentre pas dans l'aspect technique du débrief. Moi, j'ai analysé déjà précisément toute ma course pour voir s'il y avait eu des problèmes. Je vous les ai signalés, très simple, hein. Ma foulée s'est pas dégradée, mais j'ai pas profité des descentes dans la deuxième partie de course parce que effectivement, je n'étais pas en capacité musculaire de le faire. C'est ce qui ressort de l'analyse que j'ai pu faire, mais c'était pas important. Moi, ma course, elle est réussie. J'ai le podium, c'est ce que je voulais. J'aurais aimé gagner, aucun regret. Le premier, il gagne en 2h43, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable de courir en 2h39, je pense, sur un plat. J'ai pas le niveau. La course à pied, c'est très simple, hein. Vous ne pouvez pas battre des gens qui sont beaucoup plus forts que vous. Vous pouvez battre des gens qui ont à peu près votre niveau, hein. Si j'avais couru avec quelqu'un qui avait couru à peu près comme moi, ben effectivement, j'aurais gagné 2 minutes, même ce jour-là, même avec mon non-travail musculaire, parce que j'aurais été plus vite, j'avais la capacité d'aller plus vite. Mais sinon, on ne va pas chercher quelqu'un qui est 10 minutes devant, c'est impossible. Donc je suis content de ma course, content du podium, content d'être allé à Boston. Donc pour moi, c'est vraiment une très belle semaine. Et je vous le redis, si vous avez les moyens financiers, si vous êtes qualifié, faites ça en priorité. Faites Boston en priorité avant tout le reste. Ok, New York, il paraît que c'est fantastique. Mais il y a des gens, c'est oui, j'ai fait le marathon de New York, ils s'en foutent du marathon, ils veulent faire le marathon de New York. Là, vous savez qu'à Boston, si vous aimez le marathon, vous allez rentrer dans le temple du marathon, le vrai temple du marathon. Et ça, c'est génial. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Si vous avez regardé cette longue vidéo jusqu'au bout, déjà, je vous remercie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Et vous allez me commenter Boston. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'entraînement, sur ce que vous voulez d'ailleurs. N'hésitez pas en commentaire à me dire de quoi vous voulez que je parle. Pour moi, le prochain marathon, ça sera l'inverse de Boston, qui était à sa 130e édition. Je vais faire la première édition du marathon d'Avignon, qui devrait être un billard, où là, j'essaierai d'aller chercher un chrono avec la réserve d'être en forme, mais aussi qu'il n'y ait pas de vent, parce qu'à Avignon, quand il y a du vent, c'est un peu la catastrophe. Et si le vent il souffle à 100 km/h à Avignon, la course, elle risque d'être très compliquée. En attendant, entraînez-vous bien et profitez du beau temps. Alors, j'investis beaucoup de temps dans mes vidéos YouTube depuis plus de 3 ans maintenant, mais je sais pourquoi je le fais, parce que vous êtes tous extraordinaires. Je vous remercie pour tous vos messages de soutien pendant ma préparation, avant la course et après la course. Ne vous inquiétez pas, je vais continuer à vous abreuver de conseils pour que vous aussi, vous puissiez devenir de super coureurs et vivre des moments extraordinaires. Encore une fois, merci à tous.